Donc, on va aller faire de la géologie de terrain sur Mars. J'espère qu'il y a des géologues dans la salle qui n'ont pas que des mauvais souvenirs de leur classe de 4e. Alors, on sait depuis longtemps que de l'eau a coulé sur Mars dans un passé lointain. On sait depuis longtemps qu'il y a eu des volcans sur Mars. Longtemps, c'est les années 70. Et plein de gens aimeraient savoir plein de choses. Les volcans, qu'est-ce qu'ils ont craché comme roches. Et ce qui intéresse beaucoup plus le grand public, plus que les histoires de volcans, c'est cette eau qui a coulé sur Mars. Vous voyez des tas de traces d'eau qui a coulé. Est-ce qu'elle a pu, dans le temps, favoriser l'émergence d'une chimie prébiotique, voire d'une vie? Et donc, c'est pour répondre à cette question et à d'autres, comme la nature des volcans et tout ça, que 3 missions mobiles se sont posées sur Mars. 2 sont partis en 2003 et sont arrivés en 2004, et une est partie en 2012 et est encore très fonctionnelle. Alors, ces robots qui sont sur Mars peuvent faire plein de choses. Et en particulier analyser des gaz, ce que fait pas un géologue sur le terrain. Il a un détecteur de neutrons pour savoir la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. On va en parler un tout petit peu. Nous, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est ce qu'on pourrait faire avec mes étudiants, si on était là avec des scaphandres, pour faire des observations géologiques et essayer de retracer l'histoire du coin où on est. Alors, il y a 3 robots qui sont partis et qui sont arrivés, mobiles. Le premier, c'est Spirit, qui s'est posé là où il y a la croix. Le but de cette mission, c'était surtout reconstituer les conditions, il y a 3 à 4 milliards d'années, pour savoir si de l'eau avait coulé, on en était sûr, et si elle avait pu déposer des roches. Or, rappelez-vous, les roches sédimentaires, c'est les témoins de l'histoire de la Terre. C'est là-dedans qu'on trouve les fossiles, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses qu'on est allé. On a choisi des endroits où, a priori, il y avait tout ce qu'il fallait pour trouver, non pas des fossiles, mais des témoignages de ces temps anciens où peut-être s'était développée une chimie prébiotique, voire une vie. Alors là, il y a un vieux cratère de météorites, et dans ce vieux cratère, ça a dû être un lac, parce qu'il y a une vallée qui s'y jette, donc il y a de l'eau qui a coulé, et au débouché de la vallée, il y a même un espèce de delta. Vous voyez, des fois, ça coulait beaucoup de cailloux, et ça coulait beaucoup d'eau, et il y a donc une espèce de cône de déjection, un delta à la sortie. Donc il s'est posé là, pas trop près du bord pour des histoires de sécurité, il fallait que le terrain soit plat, pour voir si, dans les roches sédimentaires que peut-être il y avait, on pouvait trouver des témoignages de ce qui s'était passé il y a 3 milliards d'années. Alors, il s'est posé là où j'ai mis le point rouge. Il était garanti 3 mois, 600 mètres. Il a duré 5 ans, il a fait 7 km et demi. Il a fait tout ce trajet-là. Il est mort, de sa belle mort, quelque part par là. Alors, quand il s'est posé, il a vu ce paysage-là. Alors, moi, j'ai vu ça tout de suite le lendemain, comme ça, et c'était une catastrophe. Parce que ça remplait furieusement les paysages de Viking 1976. On pensait trouver éventuellement des strates. On était peut-être dans un ancien lac et on voit un champ de cailloux. Quelle horreur. Alors le robot, il quitte son socle et il va regarder de près le caillou qui est là, le plus gros, à 10 mètres. Alors à l'œil nu, on voit pas grand-chose, mais il a des techniques analytiques. On voit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de cassure fraîche. Le géologue, il donne toujours un coup de marteau pour voir ce qu'il y a sous la patine d'altération et la poussière. Là, il le fait pas. Alors, il a une brosse, il a une polisseuse, mais il s'en sert pas tout le temps. Mais par contre, il a des choses pour analyser chimiquement, ce qu'on fait un peu à l'œil. Nous, si on reconnaît du plagioclase, on dit il y a du silicium, de l'aluminium et du calcium et du sodium. Le robot, il est un peu bête, il analyse. Mais ça revient au même. Et quand il a fait ça, il a avoué que ce gros bloc, c'était du basalte. Comme Viking. Comme en Auvergne, je suis auvergnat. Pas la peine d'aller sur Mars pour trouver du basalte. Le puits de la vache fait très bien l'affaire. Alors il est resté dans son coin, et il a dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors il a analysé dans son coin, puis il a dit, il y a un cratère qui est là. Il fait 200 mètres de diamètre, c'est-à-dire 20 mètres de profondeur. Peut-être bien qu'il y a une coulée de basalte qui fait, mettons, que 10 mètres d'épaisseur, et puis que dessous, il y a nos sédiments. C'est ça qu'on va chercher. Donc on aura un forage naturel de 20 mètres, donc il se dirige vers le cratère. Et puis si jamais il marche encore, n'oubliez pas qu'il était garanti 3 mois 600 mètres, hein. Là il y a les collines et des montagnes, le géologue il aime bien les collines et les montagnes parce que les cratères ça permet de voir ce qu'il y a dessous, et puis les montagnes ça permet de voir ce qu'il y a dessus, que l'érosion n'a pas enlevé. Alors il va vers le cratère, alors en partant il quitte sa phase, il fait des manœuvres,
Beaucoup se demandent si ces manœuvres ont été faites exprès pour faire un dessin genre pissotière ou pas. On ne sait pas si le conducteur l'a fait exprès ou pas, mais comme je dis en rigolant, c'est une des bites les plus chères du monde. Donc c'est ça, et il va vers le cratère. Et il arrive au bord du cratère. Alors là, c'est une catastrophe. Les rochers autour, c'est que du basalte, et quand on regarde la tranchée du cratère, il n'y a pas d'affleurement. Tout ce qui recouvre les parois du cratère, c'est des blocs retombés, on ne voit rien. La NASA dit c'est pas la peine de descendre pour ne rien voir, parce que probablement qu'on ne pourra pas remonter. Donc, là, je pense que la personne qui a choisi le site, là, devait commencer à se faire sérieusement tirer les oreilles. Donc, comme on ne voit rien autour du cratère, à part des basaltes, on va aller voir dans les collines qui sont au loin. 103 km. Alors il part, il y va. En passant, on voit des petites dunes, on y reviendra. Et chemin, comme ça, au bout de 150 jours, à peu près. Sol, ça veut dire jour en martien. Si vous rencontrez un martien, un jour, c'est un sol, ça fait 24 heures et demie, c'est quasiment un jour terrestre. Il arrive au pied des collines. Alors, je vous ai mis la cathédrale de Chartres pour vous donner l'échelle des collines, il faut quand même 100 mètres de haut. Alors, il est monté tout en haut, et il est même redescendu de l'autre côté, donc tout va très bien. Et là, quand on arrivait, moi je regardais les images tous les jours, la NASA a l'intelligence de mettre le jour J, toutes les photos prises le jour J-1, c'est-à-dire que vous pouvez faire en quasi direct tout ce que vous voulez, et en particulier dans ce coin-là, là où il y a marqué Clovis, ça n'a rien à voir avec notre roi, c'est le nom d'une ville américaine, là où il y a marqué Clovis, il y avait des gros rochers en place, c'était pas des tas, alors il y va. Il monte et il arrive à Clovis. Alors là, c'est le paradis du géologue, des rochers en place, des cailloux. On ne peut pas faire de coups de marteau, mais on peut analyser. Alors je ne vous dis pas la technique qu'il a pris pour analyser. Et qu'est-ce qu'il trouve? Du basalte. Altéré. Ce basalte a été altéré par l'eau. C'est-à-dire que ce basalte a séjourné dans l'eau, où il a plu longtemps dessus. Mais c'est que du basalte qui a été mouillé pendant longtemps, mais c'est pas dans du basalte qu'on pourra reconstituer s'il y avait de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau salée, de l'eau douce, de l'eau acide, de l'eau basique et tout ça. Il y a du basalte. Bon. Alors il monte doucement. Alors, il fait des belles traces, il y a des beaux paysages. Bon, ces paysages ont 14 ans, mais on aurait donné ça il y a 15 ans, qu'est-ce qu'on aurait été content. Et puis on arrive vers le sommet. Alors vers le sommet, c'est déjà plus intéressant parce qu'on voit des couches. Alors là, le géologue, quand il voit des couches, il est content. Alors des couches, ça peut être des dépôts de sédiments qui se sont déposés dans un lac, dans une mer et tout ça, mais ça peut être des cendres volcaniques qui sont retombées. C'est des chimies de basalte. Ça ressemble à des cendres volcaniques qui sont retombées. Bon, alors on est un peu déçus, mais on regarde de près. Notre robot a une bonne loupe, et il peut regarder de près. Alors vous avez l'échelle, hein, ça fait 1 cm. Et dans ces deux photos, vous voyez, j'ai souligné, j'ai indiqué par des flèches rouges, ici et là, des figures géométriques. Ici, on dirait 2 flèches, et ici, on dirait un W, comme Cassiopée. Alors là, le géologue terrestre, il connaît des choses stratifiées, qui ont une chimie de basalte, et qui ont des cristaux en forme géométrique. Là, ceux-là, on les voit bien parce qu'il a donné un coup de balayette et de ponceuse. Donc, c'est comme s'il y avait une cassure fraîche. Ça, sur Terre, ça existe. Il y a plein de façons de faire, mais la plus fréquente des façons de faire, ce genre de roches, qui, je rappelle, sont stratifiées, etc., c'est quand vous avez des explosions volcaniques sous l'eau, sous une faible tranche d'eau, ce qu'on appelle du phréatomagmatisme. Ça veut dire qu'il y a bien eu un lac, mais qu'à la fin de l'histoire de ce lac, il y avait encore de l'eau, il y a eu des explosions volcaniques sous lacustre, probablement, qui ont fait ce genre de dépôt avec ce genre de cristaux. Mais c'est pas là-dedans, bien sûr, vraiment, il y aurait eu des habitants, on aurait trouvé des Pompéiens, là, mais on n'a rien trouvé. Alors on continue à monter, on monte, et on arrive tout à fait au sommet. Et tout à fait au sommet, c'est un peu, on peut faire un peu de météorologie, parce qu'on voit, dans la plaine, des tornades. Et ça, c'est intéressant, c'est de la météorologie, mais c'est intéressant, et ça a permis de faire durer la mission, parce que les panneaux solaires se recouvrent de poussière. À chaque fois qu'il fait un petit forage ou un polissage, vous imaginez, il fait du forage à sec, et quand il fait de la balayette, c'est à sec aussi. Donc c'est plein de poussière. C'est pour ça que les gens disent au bout de 3 mois, les panneaux solaires sont pleins de poussière. Mais de temps en temps, il y a des tornades, et c'est comme les tornades blanches de quand j'étais petit au cinéma, ça nettoie tout de la sol au plafond, et ça a nettoyé les panneaux solaires. Alors voici une tornade fixe, voici l'équivalent terrestre, hein, ça c'est pris dans le désert de Gobi.
Et voici une série de photos prises toutes les 20 secondes, passées en accéléré, où vous voyez une de ces tornades qui se déplace. Donc il y a de la météorologie sur Mars, vous pourriez inviter des conférenciers, faire des choses sur la climatologie de Mars, il y a largement de quoi parler 1h30 aussi. Et on arrive à l'extrême sommet, c'est un peu plat, et on retrouve des cailloux en place. Alors on va faire une série de zooms, on va zoomer là, on va zoomer là, on zoome encore, et là vous voyez le caillou, vous le reconnaissez, c'est une brèche, c'est-à-dire comme il y avait des galets plus ou moins mal agglomérés. Donc vous avez une brèche, alors ça peut être déposé par des éboulements, ou par des explosions volcaniques, et dans certaines de ces brèches, il y a des galets ronds. Ça veut dire que ce galet a été roulé par de l'eau ou par du matériel boueux. Et quand on met tout ça bout à bout, la chimie, la géométrie, c'est pas très bien stratifié, hein, c'est vaguement stratifié, mais c'est pas folichon comme strate. La conclusion à laquelle on arrive, le plus probable, c'est que ça a été déposé non pas par des rivières, là, mais par des coulées de boue qui se font sur les flancs des volcans. Par exemple, quand il y a des éruptions sous-glaciaires ou quand il y a beaucoup de pluie sur un volcan avec des cendres, vous avez des coulées de boue qu'on appelle des lahars, c'est un mot indonésien. Et je vous ai mis ici une coulée de boue bien terrestre, hein, le monsieur sans scaphandre indique que c'est la Terre, avec un détail de cette coulée de boue bien terrestre, et ici, à peu près à la même échelle, un détail de ce qu'on voit sur Mars. Donc, la solution la plus probable, ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais ce qui ressemble le plus, si on prend le principe de parcimonie, le rasoir d'Occam, c'est ça, on est dans des coulées de boue, du volcanisme, pareil, qui s'est mis en place en milieu très riche en eau. C'est la deuxième fois qu'on voit des indications de volcanisme en milieu riche en eau. Alors là, on est au sommet du montagne, on se retourne, on voit le paysage de l'autre côté, c'est joli, et on voit cette structure très curieuse que les Américains appelaient home plates, avec une couche dure, claire. Tout de suite, les Américains disent « on y va ». Alors ils y vont, c'est assez long, et ils arrivent au pied de cette couche. Les plus belles strates jamais vues par Spirit. Et comme il est mort à cet endroit-là, ça sera les plus belles qu'il verra. Vous voyez des strates. Alors le géologue voit très bien que la stratification en bas n'est pas la même que la stratification en haut. Là, la granulométrie est plus fine, les strates sont plus fines, là c'est plus grossier. Et si on regarde là où j'ai mis le rectangle blanc, voilà ce qu'on voit. Si on regarde la flèche, voilà ce qu'on voit. Vous avez des couches, des cendres volcaniques, et vous avez quelque chose qui déforme les cendres volcaniques. Comment fait-on ça? Il suffit qu'il y ait un gros caillou jeté par un volcan et qui retombe sur des cendres mal consolidées, ça fait pouf, ça s'enfonce. Pour vous montrer que c'est classique, hein, voici la même chose sur Terre. Les plantes vous disent bien que c'est sur Terre. Et sur Terre, c'est particulièrement fréquent, ce genre de truc, quand vous avez des explosions phréatomagmatiques ou très riches en gaz. Et le plus riche des gaz magmatiques, au moins sur Terre, c'est la vapeur d'eau. Donc tout ça, ça sent encore le volcanisme riche en eau. On a un faisceau de présomption, plus les analyses chimiques qui nous disent qu'on a un basalte altéré, etc. On a un volcanisme qui s'est fait, a priori, sous l'eau, dans un lac ou un marécage. Mais pour trouver des conditions qu'il y avait dans ce marécage, c'est pas avec ces roches volcaniques qu'on trouve. Donc, il continue à explorer le secteur. Voici tout un plat. Regardez tout ce qu'il a fait comme contour, voire tour de con. Je dis tour de con parce que là, eh ben, il s'est fait coincer. Il s'est empalé sur un rocher, il y avait du sable, il a forcé, et, il n'avait plus que 2 roues qui traînaient par terre, les 4 autres étaient perchés, et il n'a plus pu bouger. Donc il est mort, de sa belle mort, après quand même 5 ans de bon hélioservice, hein, il était prévu pour 3 mois, il a fait 5 ans, c'est bien. On pouvait communiquer avec lui pendant l'été, l'hiver est arrivé, alors pendant l'hiver, les robots se mettent les panneaux solaires face au soleil, c'est-à-dire face au nord dans l'hémisphère sud, face au sud dans l'hémisphère nord. Là, comme il était coincé, il n'a pas pu bien se mettre, forcément. Alors pendant que c'était l'été, il n'y a pas eu de problème. L'hiver est arrivé, les communications étaient coupées, c'est normal. Puis quand le printemps est revenu, la batterie était trop déchargée, une batterie à plat, il n'a pas pu recharger. Spirit est mort. Et j'ai bien peur de vous faire la même annonce pour bientôt pour Opportunity. Alors, l'exploration des données continue. Maintenant, il est mort, mais il a accumulé plein de données qui continuent à être exploitées. Alors, je vous donne un exemple d'exploitation. C'est discuté, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que c'est discuté. C'est un article qui est paru dans Nature, je ne sais plus quelle date, en 2016.
Des gens ont trouvé des dépôts siliceux qui ressemblent étonnamment à des équivalents terrestres formés en présence de vie. Je ne dis pas qu'il y a de la vie sur Mars, mais ça ressemble morphologiquement à des dépôts terrestres biogéniques. Alors voilà ce qu'il a vu. Voilà, il est au pied de Home Plates. Alors il n'y a pas grand-chose, il faut avoir l'œil du géologue. Vu de loin, on ne voit pas grand-chose. On va s'approcher pour voir vu de près. Et toutes ces roches qu'il voit là, on verra des comparaisons avec la Terre. Et le paysage dans lequel il se trouve ressemble à ce paysage terrestre-là. Alors là, ça paraît blanc. Là, il y a encore quelque chose qui se trouve, c'est un champ de geyser au Chili. Mais si j'avais coupé la photo là, vous ne verriez pas que c'est un champ de geyser, vous verriez des roches blanches, un petit ruisseau, etc. Qu'est-ce que c'est que ces roches martiennes et qui ressemblent à celles-là terrestres? Pourquoi elles ressemblent? D'abord, spectralement, elles ressemblent. Quand vous faites des spectres, ça, c'est les spectres du terrain que je vous ai... Voilà, il est là. À Yellowstone, au Tassio, tout ça, c'est des machins terrestres. C'est une certaine forme de silice. Et voilà le spectre de ces roches martiennes à Home Plates. Ça ressemble beaucoup. Ce qui veut dire qu'au point de vue chimique, c'est à la louche la même chose. 95% de silice et les impuretés se ressemblent. Et quand on regarde en détail, on va faire une série de zooms avec Mars à gauche, la Terre à droite. Mars à gauche, la Terre à droite. Il y a l'échelle marquée à chaque fois, 10 cm, 5 cm. Mars, la Terre. Mars, la Terre. Chimiquement, ça ressemble, et morphologiquement, mais vu de près, vous voyez l'échelle, 1 cm, ça ressemble beaucoup. Et sur Terre, ce genre de dépôt, c'est dû à donc de l'eau très chargée en silice, chaude, mais vous savez que l'eau bouillante n'a jamais tué les bactéries, sauf pour les grands-mères qui font bouillir les biberons de leurs petits-enfants. Il y a des bactéries qui meurent de froid à 95 degrés, qui sont bien à 115 degrés. Alors là-dedans, c'est des bactéries de ce genre-là. Sur Terre, sur Mars, évidemment, on n'en sait rien. Et voilà des photos en gros plan de ces cailloux terrestres. Et si on avait eu un microscope sur Terre, on aurait vu des structures bactériennes. Peut-être que si on avait eu un microscope sur Mars, on en aurait vu. Fossiles. Parce que, évidemment, le geyser ne marche plus à cet endroit-là sur Mars. Mais, à défaut de microscope, les meilleures images qu'on peut faire, c'est ça. Et c'est pas avec ça que vous trouverez des microbes. Voilà un exemple d'étude qui est prometteur. Il y a même des gens qui voudraient qu'on repose à cet endroit-là une nouvelle mission, mieux équipée, parce que maintenant, on sait ce qu'on va chercher. Mais bon, peut-être mieux aller voir ailleurs que là. Donc ça, c'est le résumé de le premier robot. Pour les conditions de la vie, la viabilité de Mars dans le temps, le seul indice, c'est celui-là, qui dit que peut-être il y a eu des sources chaudes. Et comme sur Terre, quand il y a des sources chaudes, il y a de la vie, peut-être qu'il y en a eu sur Mars. Mais on n'en sait rien. Mais sources chaudes, ça va bien avec toutes les indications de volcanisme que je vous ai indiquées depuis le début. Alors on change de robot. Le deuxième robot, Opportunity, qui est parti la même année, 2003, qui s'est posé en janvier 2004, il s'est posé non pas à un endroit avec des arguments morphologiques, c'est pas parce que ça ressemblait à un lac, c'est parce que spectralement, tout ce coin-là où il s'est posé, ça c'est l'ellipse de confiance, là c'est là où il s'est posé, il y avait des restes spectrales de l'oxyde de fer, l'oxyde ferrique. Or, qui dit oxyde de fer, pour simplifier, rouille, dit eau. Donc on dit s'il y a les restes spectrales de l'oxyde ferrique là-dedans, c'est probablement qu'il y a eu de l'eau pendant longtemps. Donc c'est pour des arguments spectrales là, qui sont venus voir dans cette plaine. Alors, il s'est posé là. Il a fait 45,160 km, alors qu'il était prévu pour 600 mètres, je vous rappelle. Et depuis le 11 juin dernier, il est muet à cause d'une tempête, c'est pas de sa faute. Le problème, c'est que la tempête est finie et qu'il ne recose pas. Probablement que les panneaux solaires sont tellement pleins de poussière que les batteries sont archi-vides. Et on a très peur sur la destinée de cette mission. On attend quelques mois parce qu'il y aura la saison des tornades. Peut-être que des tornades vont nettoyer les panneaux solaires s'il y en a une qui passe par-dessus. Peut-être qu'il se réveillera. S'il y en a qui croient en Dieu, mettez un cierge. Sainte Rita, patronne des causes perdues. Alors, par hasard, il s'est posé dans un tout petit cratère qui fait 20 mètres de diamètre et 2 mètres de profondeur. Il s'est posé là-dedans. Sinon, c'est un grand champ de dunes. C'est pas un champ de cailloux, c'est des dunes. Ça aurait été très monotone.
Mais il s'est posé dans ce petit cratère, il y est resté 2 mois, vous voyez tous les contours qu'il a fait, il est ressorti vers de nouvelles aventures. Et là, chance extraordinaire, les premières photos dans son cratère, il regarde à 10 mètres devant lui, il voit le bord du cratère, et là, on voit des roches. Contrairement au cratère à côté de Spirit, là, on voit des roches. Et non seulement on voit les roches, mais on voit des roches avec des couches. L'orgasme géologique. Très importante notion d'orgasme géologique. Alors, c'est des couches de quoi? On est allé chercher des sédiments. Mais ça pourrait être des couches de cendres volcaniques. Et puis si c'est des sédiments, ça peut être des sédiments déposés dans l'eau. Ça peut être des sédiments déposés par le vent. Donc il faut les voir de près. Alors il y va, et il arrive au bord du cratère, il n'a pas voulu, il fait 10 mètres, il est au bord du cratère. Alors non seulement il voit des roches, mais une chose très étonnante, il voit des milliers, des millions de petites boules par terre. Il y en avait plein, alors on va zoomer là et là. Vous avez l'échelle ici. Hein. Si je regarde là-haut, c'est dans du sable, et vous avez des petites boules de quelques millimètres de diamètre que les Américains ont tout appelé des berries, myrtilles. Alors là, c'est dans le sol. Là, elles sont dans la roche. Et comme elles sont dures, le vent a bien usé la roche, mais a laissé une myrtille enchâssée dans la roche. Qu'est-ce que c'est que ces myrtilles? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu des choses comme ça sur Terre? Si vous dites non, c'est parce que vous ne regardez pas par terre. C'est très classique. Sauf dans l'éducation nationale, où on n'apprend plus rien. Alors, qu'est-ce que sont ces myrtilles? Si on applique le bon vieux principe de la chronologie comparée, avant de chercher des choses exotiques, du genre des roulements à billes d'une soucoupe volante qui s'est écrasée, on va voir si sur Terre, il n'y a pas des analogues, ce qui ne voudra pas dire que c'est la même chose. Mais ça peut aider. Alors, je vais vous citer 3 analogues sur Terre, ou 4, je ne sais plus, des roches volcaniques, des mini-stromatolites, des concrétions pédologiques. Il y a plein de façons de faire des petites boules sur Terre. Par exemple, des roches volcaniques. Vous avez ici mon marteau qui vous donne l'échelle, et vous voyez qu'il y a des petites boules, et si on regarde, ça c'est la pointe de mon marteau, vous voyez des petites boules dans les cendres volcaniques. Comment ça se fait ça? Imaginez une éruption volcanique à la Pompéi. Vous savez, le grand panache en forme de pain parasol, qu'on appelle un panache plinien, parce que c'est Pline qui l'a décrit, et qui pleuve là-dedans. Vous avez des gouttes d'eau qui traversent ce nuage de cendres très fines à 10-15 km. La goutte d'eau agglomère les cendres très fines, et ça fait une petite bouillie de cendres qui tombe très vite. On appelle ça un grêlon de cendres. Voici des grêlons de cendres. L'euro vous donne l'échelle. Ça pourrait être ça. Dans ce cas-là, ça serait des silicates. Je vous donne un autre exemple terrestre. On va regarder non pas là, mais là. Là, c'est en Auvergne. J'aime bien l'Auvergne, moi. Et là, vous voyez des petites boules de calcaire. Ce qu'on appelle des pisolites. Ça veut dire un pisome, ça taille un petit pois. Et ça, c'est des concrétions calcaires. Sur Terre, en général, elles sont faites par des bactéries. Elles peuvent être faites sans bactéries. Et celles-là, elles sont en calcaire. Donc on a vu des petites boules de silicate, on a vu des petites boules de calcaire. Et sur Terre, on peut trouver, toujours en Auvergne, des petites boules d'oxyde de fer. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer spectralement dans la région. Et voici donc, dans un endroit qui s'appelle la vallée des Saints, en Auvergne, des petites boules d'oxyde de fer. Alors celles-là, elles sont vieilles, elles ont 20 ou 30 millions d'années. Mais où est-ce que ça se fait, ces petites boules de fer? Alors ça se fait dans des lacs. Ça se fait dans des sols. Ça se fait dans des sols. C'est donc des concrétions pédologiques. C'est quand vous avez une nappe phréatique qui monte et qui descend. Des fois, le terrain est sec, des fois, le terrain est humide, sec, humide. Le fer passe son temps à passer de forme réduite à forme oxydante. Et je ne vais pas vous faire un cours de géologie, mais ça fait des petites boules en oxyde de fer. Donc là, je vais vous montrer 3 exemples. Carbonate, silicate, oxyde de fer. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'oxyde de fer. Donc, là, tout de suite, les gens ont dit, la solution la plus simple, c'est que ces petites boules se sont faites dans une zone de nappe phréatique qui montait et qui descendait, par exemple, suivant la saison, donc à quelques mètres de profondeur, comme ça. Donc là, on constitue mieux l'environnement, on a un terrain avec des nappes phréatiques, etc. Alors, on est toujours dans notre cratère, on regarde la paroi. Les strates, globalement, sont horizontales. Quand elles ont l'air penchées, c'est le robot qui est penché. Mais alors, mettez ça à l'horizontale. Mais dans ces strates horizontales, vous voyez des lamines inclinées. Les strates de premier ordre sont horizontales, vous avez des strates de deuxième ordre inclinées et qui forment comme des S, traces sigmoïdes. Alors là, c'est à la portée de n'importe quel géologue. Hein. Si mes étudiants ne connaissent pas ça en L3, ils ont une mauvaise note.
Voici l'équivalent terrestre, dans les Corbières, Philippe. Vous avez ces traces, mon couteau qui donne l'échelle, ces traces sigmoïdes, et on peut comparer avec Mars. C'est la même chose. Et à quoi est-ce que c'est dû, ce genre de strates sur Terre? C'est dû à un courant d'eau. Et non seulement c'est un courant d'eau, mais je peux même dire d'où il vient de la gauche vers la droite. On verra la même chose en grand d'ici 3 quarts d'heure. Donc ça veut dire non seulement qu'il y avait une nappe phréatique qui montait et qui descendait, mais que, à un autre moment, un peu plus haut, ou un peu plus bas, géologiquement parlant, je ne me rappelle plus où c'est passé, on était à la surface et que de l'eau coulait et déposait du sable. Et on sait même que le courant venait de gauche. Toujours dans notre cratère, on se promène, et sur cette falaise verticale, qui fait 50 cm à peu près, on voit des espèces de trous, comme si vous avez une motte de beurre, vous savez, une grosse motte de beurre bretonne, prenez la paroi verticale de la motte de beurre, avec un couteau, vous donnez des coups de peau dans la motte de beurre. Et ça fait des trous qui ont cette forme-là, dont certains ont même une forme losangique. Là encore, le géologue, il connaît. Alors évidemment, on peut dire que c'est un petit martien qui a fait une grosse colère, en donnant des coups de couteau, mais la solution raisonnable, c'est que ça, c'est des empreintes de cristaux, et même pas n'importe quel cristaux. Le plus fréquent des cristaux qui a cette forme-là, c'est les cristaux de gypse, sulfate de calcium, qui s'est formé dans la vase, tout ça est devenu roche. Le gypse a été dissous, il ne reste plus que le trou. Alors je vous montre sur Terre, un affleurement parfaitement terrestre, où avec ces cristaux de gypse, dans la roche, alors là, ils n'ont pas été dissous, mais attendez 1 an ou 2 que cet affleurement soit à la pluie, ça sera dissous. Or, le gypse, ça c'est du gypse, je dirais ça c'est du gypse putatif. Eh bien, où est-ce que ça se dépose? Par évaporation dans les lacs salés, les lagunes salées, les marais salants et tout ça. Donc, on a envie de dire, il y avait une nappe phréatique qui montait, qui descendait, il y avait du courant qui déposait du sable, de temps en temps, ça s'asséchait, ça s'évaporait et précipitait des sulfates. Alors, est-ce que, avec ces méthodes analytiques, il a pu reconnaître ça? Les méthodes analytiques de Opportunity étaient nettement moins bonnes que celles de Curiosity, et il était incapable d'analyser les minéraux, sauf spectralement. Il ne pouvait analyser les minéraux que quand ils avaient du fer. C'est une technique analytique. Mais, par exemple, il serait passé à côté d'un œuf, il n'aurait rien vu. Un beefsteak, il aurait vu l'hémoglobine. Vous voyez la différence? Enfin, chimiquement parlant. Alors là, il a pu analyser ce qu'il a vu, et il a trouvé un sulfate contenant du fer, qu'on appelle la jarosite. Donc, il a trouvé des sulfates. Il n'a pas trouvé des sulfates. Il a trouvé un sulfate, le moins rare des sulfates contenant du fer, la jarosite. Ce qui conforte l'idée que ces structures-là, c'est bien des sulfates, pas de la jarosite, mais c'est des sulfates, et lui, il a trouvé de la jarosite. Alors, quel est l'intérêt de la jarosite? C'est que c'est un sulfate, et qu'il n'est stable qu'à pH acide. Ce qui veut dire que les eaux martiennes locales, quand la jarosite s'est déposée, il va avoir un pH très bas, du genre 2, 1. C'est pas gênant pour la vie, il y a de la vie qui vit très bien à pH acide. Vous pouvez m'indiquer un exemple de bactérie tout à fait présente dans cette salle qui vit à pH 1, très acide? Vous en avez des milliards dans chacun de vos estomacs. Toutes les bactéries stomacales vivent à pH 1. Donc pH, c'est pas gênant. Beaucoup de gens qui n'y connaissent rien en biologie disent pH acide, c'est affreux. Non, c'est pas affreux. Il faut être spécialisé. Et les bactéries de notre estomac sont très spécialisées pour ça. Donc ce pH 1, c'est pas ennuyeux, c'est pas la vie la plus fréquente sur Terre, mais ça existe. Donc, nos eaux devaient avoir, à l'époque, un pH acide. Tout ça, il l'a fait dans son petit cratère. Puis il s'est dit, bon, ben maintenant, il faut que je sorte. Alors, il est sorti, mais c'est tout plat. Où aller? Toujours la même réponse. Seule façon de trouver quelque chose de nouveau, c'est de trouver un cratère beaucoup plus gros, qui sera beaucoup plus profond. Et au lieu d'avoir ça sur 50 cm, on aura ça sur 10 mètres, peut-être, d'épaisseur. Alors, il y va. Il met le temps pour y aller, mais il y va. Et il arrive au bord. Et on voit le cratère. Et là, c'est tentant, parce que dans les parois du cratère, il y a des roches. Alors, regardez, mais alors c'est raide pour y descendre. Alors là, c'est pas question. Là, pourquoi pas? Eh bien, il a essayé. Il est descendu par là. Surtout que non seulement c'était raide, mais en plus, il y a toutes les petites billes. C'est un véritable roulement à billes. Mais c'est mieux que les 4x4 des bobos, c'est une 6-6.
Et il est descendu, il est remonté, ne vous affolez pas, tout va très bien. Alors, quand il est dans son cratère, c'est un festival de strates, c'est beau. Alors, y a-t-il des géologues dans la salle quand même? Quelques-uns. On reconnaît très bien une discordance angulaire avec des terrains horizontaux qui reposent par une surface d'érosion sur des terrains inclinés. Mais quand on analyse tout ça, c'est toujours le même genre de roche. C'est-à-dire c'est du sable, plus ou moins consolidé, qui a globalement, je ne l'ai pas dit, une chimie de basalte altérée. Donc si vous voulez faire ça, vous prenez un lac à Hawaï, à La Réunion, vous remplissez les ruisseaux qui arrivent dans le lac, dans des lagunes côtières à La Réunion, elles amènent du sable basaltique. Dans le sable basaltique, vous avez des petites... tout ce que je vous ai montré, mais il n'y a pas de calcaire, c'est des roches, du grès, fait avec du basalte. Sur Terre, le grès le plus fréquent, c'est avec du quartz, parce que la roche fréquente, c'est du granit, mais les grès à Hawaï et La Réunion, c'est des grès basaltiques. Et vous avez différentes couches de grès basaltiques. Alors ça, c'est sur Mars, ça, c'est sur Terre. Alors là, sur Terre, il y a même en plus dans les roches des fossiles, et là, ça, on n'en a pas vu sur Mars. Ça, c'est dans les Fallen Touraine, pas très loin d'ici, en Touraine donc. Bon, il reste très longtemps dans son trou, il y passe l'hiver, bien orienté, il se réveille au printemps, et puis il dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors il a fait ça, ça. Comme c'est tout plat, il dit la seule façon, c'est d'aller voir un cratère encore plus gros, pour voir encore plus profond. Alors il y va. Alors il a des ennuis, il s'est même enlisé un moment, il est resté 2 mois enlisé, on a eu beaucoup de mal à le faire sortir. Et on va vers le cratère Victoria. Alors voilà, il a fait des kilomètres comme ça. C'est une fois qu'il s'est enlisé comme ça. Alors là, le géologue, il s'ennuie, il n'a rien à faire. Tous les matins, je regardais, je disais, bouf. En t'entendant des bonnes surprises. Là, regardez, il est passé juste à côté d'un tout petit cratère. Il y a une micrométéorite qui est tombée après la dernière tempête. Il existe certainement plus, ce cratère, avec la tempête qu'il y a eu les mois derniers. Mais là, il est passé, et vous avez l'échelle avec la trace des routes, des pneus. Donc, il est castré avec une petite météorite qui est tombée. Sur Terre, ça aurait fait une étoile filante, elle serait sans doute pas arrivée au sol. Sur Mars, l'atmosphère étant moins de 1% de l'atmosphère terrestre, ça n'a pas suffi pour détruire la météorite, et la micrométéorite a fait un petit cratère. C'est joli de voir ça. Alors, en passant, de temps en temps, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de sable, parce que le vent l'a enlevé, et on voit ce qu'il y a sous les dunes. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous voyez un sol complètement craquelé. Alors, quelqu'un qui serait mauvais dirait « Oh, c'est des fentes de dessiccation », comme quand vous avez un marécage ou un lac qui s'assèche. Ça n'a pas la même forme que les fentes de dessiccation. Le géologue qui a une certaine expérience, j'ai 66 ans d'expérience, ça, sachant qu'en plus c'est du grès, il connaît, c'est une forme assez classique de morphologie dans les grès. Je vous en montre, ça c'est sur Terre. Alors là, la couche est verticale, là c'est sur Mars. Tout ça confirme qu'on est du grès. Je ne vais pas encore vous expliquer à quoi c'est dû ces fentes. Ce n'est pas des fentes de dessiccation. Mais dans cette région-là, il a trouvé une chose extraordinaire. Regardez cet affleurement, vous avez l'échelle qui doit être marquée par là. Regardez ce qu'il y a sous ce qui est marqué F. F, c'est des Américains qui l'ont mis, ça veut dire festoon en anglais. Vous avez les roches, les strates, qui sont comme ça. Et ça, on connaît sur Terre. C'est symétrique. La pente est la même des deux côtés. Des vaguelettes dues par le vent, c'est dissymétrique. Il y a un flanc raide et un flanc pas raide. Là, c'est parfaitement symétrique. Ça se connaît sur Terre. Voici, donc mon couteau qui donne l'échelle, des trucs parfaitement symétriques. À quoi c'est dû, ces trucs parfaitement symétriques sur Terre? C'est quand vous avez de l'eau et de la houle. Si vous pêchez qu'il y a un courant, le bouchon s'en va. La houle, le bouchon monte et le bouchon descend, mais il ne dérive pas. Si le bouchon s'en va, il y a un courant, ça fait des vaguelettes dissymétriques. Si ça monte et ça descend, sans courant, parce qu'il y a du vent, ça fait des vaguelettes symétriques. Et ce qui est intéressant, c'est que la longueur d'onde des vaguelettes, ici, mettons 10 cm, est du même ordre de grandeur que l'épaisseur de l'eau. Quand vous avez des vagues de tempête sans trop de vent, vous avez des vagues énormes. Et si vous avez 10 mètres d'eau, avec des vagues énormes qui vont toucher le fond sableux, ça vous fera des rides qui sont espacées de 10 mètres. Et là, les rides sont espacées de quelques centimètres. Ça veut dire que la profondeur, ça s'est fait sous l'eau, c'est du clapot. Du vent ne peut pas faire de rides symétriques, c'est forcément du clapot. Du clapot, c'est de l'eau liquide. Ça veut dire qu'on avait une flaque d'eau de quelques centimètres de profondeur quand on a déposé ces rides-là. Le paysage devait ressembler à ça.
ride symétrique, c'est mon couteau. C'est une flaque d'eau, marée très basse, il y avait beaucoup de vent, la marée est quand même vidée, mais il y a des vaguelettes de sable qui sont faites sous quelques centimètres d'eau, sans courant. Bon, et on arrive, donc là, on peut préciser, on a une indication de profondeur de l'eau faible. Ça colle avec la présence d'évaporites, comme le gypse. Pour évaporer un marais salant, c'est pas profond. Donc vous voyez la convergence, on a de l'eau, des fois ça coule, des fois ça stagne, et à cet endroit-là, c'est pas profond. Et on arrive à notre grand cratère, qui fait 70 mètres de profondeur. Alors on arrive, c'est beau, les bords sont beaux, mais déception, c'est toujours la même chose. On avait vu la même chose sur 20 cm, puis sur 2-3 mètres. Maintenant, on le voit sur 70 mètres. Mais ça veut dire que ces conditions que je viens de vous résumer, elles ont duré longtemps. Qu'il a eu le temps de se déposer 70 mètres de sable, maintenant devenu grès. Alors je ne peux pas m'empêcher, alors on retrouve les mêmes figures, de montrer des figures martiennes et des figures terrestres pour montrer ce que fait le géologue, essayer de remonter, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors on est sorti de notre cratère, et puis on va voir un autre cratère qui est encore plus loin, il est à 20 km. Il est très grand, il fait 2 km de profondeur. Alors on y va, on y prend le temps, et on traverse des champs de dunes, etc. Et finalement, on va arriver au port de ce cratère, on arrive en 2011, alors qu'on était parti de là en 2004, et on a fait tout ça. Et on va arriver par cet énorme cratère qui fait 20 km de diamètre et 2 km de profondeur. On arrive en août 2011. C'était pendant le festival de Florence, c'était génial. Voilà, on arrive au bord du cratère. C'est beau. Alors, on change de géologie. Les roches qu'on voit par terre là, ont une chimie de basalte presque frais. C'est plus du grès fait avec des éléments basaltiques, c'est du basalte presque frais. C'est normal. Tout ça, on est sur les bords du cratère. Tout ce qui est là, ça vient d'en bas. Ça jaillit, pouf, et c'est retombé. Et ça veut dire qu'en profondeur, sous au moins 70 mètres de grès, il doit y avoir du basalte. Alors, mais entre le basalte, qui est au fond, qu'on n'a pas encore touché, et les grès, on trouve sous les grès, remontés par le bord, vous savez que sur le bord du cratère, les bords sont un peu remontés. Remontés par les bords du cratère, on voit des argiles. C'est la première fois qu'on voit des argiles sur Mars. Alors, le robot n'est pas capable d'analyser ça en argile. Alors, ce qu'il fait, c'est des analyses chimiques. Et il en déduit que ça doit être des argiles. C'est-à-dire que sous notre lac, avec des clapots, avec des courants, où s'est déposé du grès, avant, il s'est déposé des argiles. Et comment on sait que c'est des argiles? Parce que quand on fait des analyses chimiques, alors là, je lui dis, on dose le sodium, le potassium, le calcium, là on dose le fer, le magnésium, là on dose l'aluminium. Il y a l'argile la plus espérée, on appelle la montmorillonite, elle a cette chimie-là dans ce diagramme. Et là, c'est les roches, la croûte moyenne de Mars, elle est là. Et dans notre niveau, on s'approche quasiment de la montmorillonite. Donc, à moins d'un hasard malencontreux, c'est de la montmorillonite. Alors ça, c'est vachement intéressant, parce que la montmorillonite, ça se forme, comme toutes les argiles, par altération, mais ça se forme à pH neutre. Là, on est sûr qu'avant notre lac qui devait être acide, alors acide, la vie spécialisée vit très bien dans l'acide. Mais les biologistes nous disent que pour faire naître la vie dans des eaux acides, c'est pas facile. Une fois qu'elle est née, elle se développe. Elle se spécialise, elle évolue pour devenir acidophile. Mais les biologistes ne voient pas de la vie naître dans l'acide. Or, s'il y a de la montmorillonite, c'est que le pH n'était pas acide. Donc, quand cette montmorillonite s'est déposée, il y avait tout ce qu'il faut, chimiquement parlant, pHment parlant, pour que la vie naisse. On n'a rien trouvé. Le robot était incapable d'analyser la matière organique. Il serait passé à côté d'un beefsteak, il aurait vu il y a du fer, mais il aurait été incapable de dire il y a des protéines. Il n'était pas prévu pour. Contrairement à Curiosité tout à l'heure. Alors, il est sur le bord du cratère, il se dirige vers le bord du cratère, vers la montagne, il a marché longtemps. Des fois, on voit qu'on est au bord du cratère, on voit des éjectats de météorites, c'est des brèches d'impact, tout ça, c'est des cailloux qui sont sortis du fond, qui sont retombés. Ça date de 2013. Il farfouille, il trouve pas grand-chose d'intéressant.
Et depuis 15 ans, il arrive là, et l'Américain dit, bon, eh ben on va le faire descendre. Alors ils ont choisi un endroit pas trop raide, là, et hop, il va descendre. Là, on le voit par là où il passe d'en haut, et là, on est au mi-pente, et on voit vers le haut. Il est fatigué, hein, il roule encore, par exemple la marche avant ne marche plus, il fait tout en marche arrière, mais c'est pas grave. Mais il roule encore. En juin 2018, il est en train de descendre. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Et c'est là que les choses se gâtent, parce que voilà Mars normal, voilà Mars en juillet 2018. Une énorme tempête s'est levée, et il n'y a plus de... Alors là, c'est fait par Curiosity, qui est un petit réacteur nucléaire, donc qui se moque de... Voici la variation de luminosité, en plein jour, période normale, tempête de soleil. Les panneaux solaires ne marchent plus, donc il s'est mis en sommeil. Alors le ciel, la tempête s'est levée en juin. Le ciel s'est éclairci en septembre, mais Opportunity reste muet. Est-ce la fin de la mission? J'ai bien peur que oui, sauf si vous mettez plein de Serge Saint-Rita, comme je vous ai dit. Alors, ça, c'est une photo prise le 25 septembre 2008 par l'orbiteur MRO. Le bord du cratère, le fond du cratère quelque part là, il est là. Quand j'ai dit qu'il a fait mi-pente, il a fait un tiers de la pente à peu près. On le voit, il n'y a plus de poussière. Silence radio. Et après avoir beaucoup trop brièvement parlé des missions arrivées depuis plus de 16 ans, il me reste 3 quarts d'heure, j'aurais peut-être même fini en avance, ça sera bien, pour parler de la mission Curiosity, qui, elle, est arrivée en 2012 et qui est en pleine forme et qui marche encore très bien, jusqu'à la prouve. On ne sait quand. Alors, la cible de Curiosity, c'était un grand cratère qu'on appelle le cratère Gale, qui a au centre une montagne. Alors cette montagne, ce n'est pas un piton central ordinaire. Et en fait, personne ne connaît tellement l'origine de cette montagne. Elle est là, et on ne sait pas trop son origine. Et ça, beaucoup de gens disaient, on va explorer une montagne dont on ne connaît pas bien l'origine. C'est quand même gênant. Mais pourquoi on est allé là? C'est parce que dans la zone entourée de verre, spectralement, il y a plein d'argile et de montmorillonite. Comme je vous dis, les montmorillonites, premièrement, ça indique un climat, un pH neutre, ce qui est très bon pour la chimie prébiotique. Deuxièmement, je ne sais pas si vous savez comment ma grand-mère appelait la montmorillonite. Elle en achetait à la droguerie. Elle appelait ça la terre de Sommières, qui est un détachant. C'est une argile qui a la propriété d'absorber la matière organique, en particulier les graisses. Vous avez une tache de gras sur votre pantalon, mettez de la terre de Sommières, de la montmorillonite, vous attendez un petit moment, vous brossez, l'argile part en emmenant le gras. La montmorillonite a la possibilité d'absorber, de conserver, de piéger la matière organique. C'est pour ça qu'ils ont allé là. S'il y a de la montmorillonite, ce qu'on voit spectralement depuis l'espace, et s'il y a de la matière organique, c'est ce qu'on cherche, la chimie prébiotique. C'est là qu'on la trouvera. Donc on savait qu'il y avait de la montmorillonite sur une montagne dont on ne connaissait pas l'origine. C'est un peu gênant, mais les Français n'étaient pas d'accord, mais les Français payaient peut-être 10 ou 20% de la mission. Les Américains, le reste, c'est ceux qui ont les pépettes qui payent. C'est comme ça. On n'avait qu'à payer plus d'impôts pour avoir droit à la parole. L'Europe a un PNB voisin de celui des États-Unis, donc on aurait très bien pu faire moite-moite. Mais bon, on est européens, on se dispute pour des queues de cerises, on envoie des missions sur Mercure avec 50 ans de retard, c'est pareil sur Mars. Donc c'est les Américains qui sont allés là. Alors la cible, c'est le rond vert. Pour des raisons techniques, ils ont dit on ne va pas se poser là, c'est une pente, ils se sont posés l'ellipse de confiance. C'était le rond bleu, ça a très bien marché, il s'est posé là, et voilà le trajet qu'il fait, il entre, si je puis dire, dans sa cible. Alors il s'est posé, et parmi les premières photos qu'il a vues, il a vu cette montagne, au loin. La base est écrit quelque part, le sommet est à 20 km, la base est à 5 km, et donc il veut aller là. Sachant que le noir, c'est les dunes. Et il faut faire le tour des dunes, parce que dunes, ça veut dire danger d'enlisement. Donc il va faire le tour des dunes pour passer par un endroit où il n'y a pas de dunes par là, pour aller explorer dans ce coin-là. La photo suivante va être à l'aplomb du trait rouge. L'échelle vous est donnée, ça fait 1 km, le trait noir. Et voilà la cible qui est quelque part par là, c'est ça qu'il va voir. Regardez-moi ces strates. C'est un festival. Et si tout va bien, il va remonter tout ça et analyser peut-être 500 mètres, 1000 mètres d'épaisseur de strates, qui sont pleins
de Montmorillonite, au moins dans la moitié inférieure. Alors voilà tout le trajet qu'il a fait au jour d'aujourd'hui. Il est parti de là, il a roulé un petit peu dans cette direction, il a fait tout ça. Et donc en début novembre, il est là dans un appel qu'on appelle la rite de l'hématite, il y a également de l'oxyde de fer là. Et que va-t-il faire ensuite? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il va aller explorer quelque part par là, j'ai mis des pointillés. Alors les premières photos qu'il a prises, alors tout à l'heure, pour les deux premiers robots, je vous ai raconté l'histoire chronologique, le début, le milieu, la fin. Là, je ne vais pas faire l'histoire chronologique, je vais faire des spots d'intérêt géologique. Et le premier spot, c'est les couches au voisinage sur laquelle il s'est posé. Donc il s'est posé tout de suite là, et on voit des couches partout. Il s'est posé sur des couches horizontales. Et la NASA a publié les images tout de suite. Et voilà le détail de ces couches qui trouvent, disons, dans un rayon de 100 mètres autour de son site d'atterrissage. Vous avez des couches bien horizontales. Il y en a une autre là. On va regarder un zoom ici. Vous avez l'échelle, là, 10 cm. On regarde le zoom encadré. Et vous voyez que la couche est faite de gravier, avec des grains un peu plus d'un demi-centimètre, mais de temps en temps des grains plus gros, qui font 3-4 cm, et qui sont arrondis. Donc là, on a du gravier avec dedans quelques galets, et ces galets sont souvent un peu arrondis. Voici donc un endroit où les galets sont un peu plus gros, disons 1 à 2 cm. Et là, vous avez ces galets martiens, que je compare avec des galets terrestres, qui font des couches sur plusieurs centaines de mètres autour du site d'atterrissage. Ça veut dire que tout ça, ça s'est déposé dans un contexte comme ça, ou comme ça. Plage de galets. Je suis incapable de vous dire si c'est une plage d'un torrent, une plage d'un lac, mais c'est une plage de galets. Et puisque au moins certains sont arrondis, c'est que la mer roulait ses galets. Donc les galets sont arrondis par le courant. Alors quand la NASA a vu ça, la NASA elle s'adresse pour avoir des sous aux députés. Les députés en général n'y connaissent rien dans le domaine que vous connaissez. Si vous êtes agriculteur, vous apercevez que les députés ne connaissent rien en agriculture. Quand on est scientifique, vous apercevez que les députés ne connaissent rien en sciences. Alors, la NASA crie victoire. Victoire! On s'est posé, on a la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Je vous rappelle que l'eau sur Mars est connue, déterminée pour la première fois par Cassini en 1666, sous le règne de Louis XIV. Alors, quand il a vu les calottes polaires qui changeaient de taille. Alors, on ne savait pas que c'était de la glace, on n'avait pas de spectre à l'époque, mais l'eau est connue sur Mars depuis 4 siècles. Ils ont dit, ça y est, on a la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Ils nous font le coup à chaque fois. Hein. Alors, si on regarde où est-ce qu'il s'est posé, ça c'est le cratère Gale, la cible c'est ça, là c'est le bord du cratère Gale, il y a une vallée qui arrive là, et là on est sur un cône de déjection. Vous connaissez. Le robot s'est posé à la partie aval, la partie distale d'un cône de déjection torrentielle. Eh bien, figurez-vous qu'en aval d'un cône de déjection torrentielle, on trouve des galets. Il faut être con comme un député pour trouver ça étonnant. Bon, enfin, con comme un député, c'est un pléonasme, excusez-moi. Je ne sais pas si tout est enregistré, tout sera sur le web, mais maintenant je suis en retraite, mon devoir de réserve est fini. Donc, il trouve ce qu'on s'attendait à trouver, sachant que la cible, c'était pas ça, c'était ça. Bon, enfin, c'est bien, ça montre que les géologues qui déterminent qu'on est sur un cône de déjection, et on trouve un cône de déjection, eux savent trouver des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cône de déjection, là, vous échantillonnez tout ce qui vient de la paroi. Il y a 3-4 000 mètres d'épaisseur de terrain, c'est le bord du cratère, et le torrent, il ramasse n'importe quoi. Et en particulier, c'est la seule fois que j'ai parlé de roches magmatiques, j'espère que Violaine Sauter est dans la salle, on trouve dans ces galets arrondis des roches magmatiques qui permettent de montrer qu'il n'y a pas que du basalte, alors qu'en général, depuis 1976 qu'on se pose sur Mars, les roches magmatiques qu'on a trouvées, c'est presque toujours du basalte. Là, il y a du basalte, certes, mais il y a autre chose. Par exemple, ici, vous avez une roche qui est là. On va zoomer. Et là, même quelqu'un d'un élève de 4e verrait qu'il y a des grandes lattes de feldspath. Non, feldspath, il ne verrait pas. Des grands trucs blancs prises dans une matrice verdâtre. Et un élève de première de mon temps, parce que maintenant, il soulignerait le mot feldspath, mais maintenant, le première de mon temps, on reconnaîtrait le feldspath. Il pourrait comparer avec des roches terrestres. Voici une roche terrestre à feldspath, matrice verte. Voici une roche martienne à feldspath, matrice verte.
Et il en déduirait les conclusions. Je n'ai pas le temps de vous les décrire ici. Mais il peut faire des analyses. Il a une capacité analytique poussée, Curiosity. Il analyse ces roches, plus toutes les autres. Et le géologue terrestre, il comprend le magmatisme, en particulier avec la chimie. Il y a plusieurs contextes pour faire du magmatisme sur Terre. Il y a ce qu'on appelle à un moment la série alcaline. Et la majorité des roches martiennes correspondent chimiquement au champ de la série alcaline sur Terre. Ça ne veut pas dire que, mais ça sent. Il semblerait donc que sur Mars, il y a un volcanisme qui, chimiquement et minéralogiquement, ressemble aux séries alcalines qu'on voit sur Terre, par exemple dans le Grand Rift africain, ou aux Açores, par exemple, pour prendre deux contextes tectoniques différents. Donc, on peut faire de la géologie, de la pétrologie, de la minéralogie. C'est pas tellement le but de mon heure et demie, mais il faut savoir qu'on le fait. Voilà le spot numéro 1, ce champ de conglomérat, de galets qu'on a trouvé autour du site d'atterrissage. Deuxième spot, Yellowknife Bay, la baie des couteaux jaunes. Alors, on arrive à cet endroit-là, et c'est un festival de strates. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Ça vous fait quelque chose, j'espère. Regardez-moi ça. Alors tout de suite, ceux qui ont l'œil exercé ont tout de suite vu ce qu'on avait déjà vu dans le cratère d'Opportunity. Il y a des strates avec des petites stratifications secondaires obliques, ce qui montre que ce truc-là, qui ressemble à un grès, on va voir un gros plan tout à l'heure, c'est un grès qui a été déposé avec du courant d'eau. Donc on retrouve des conditions un peu similaires à celles de Curiosity. Alors quand je dis que c'est un grès, en fait c'est des alternances de grès, durs, on va voir un gros plan, et d'une roche beaucoup plus tendre, donc l'érosion, en particulier éolienne, l'a creusé. Vous avez des abris sous roche, enfin c'est petit, hein, ce machin-là, ça fait... Les filons, là, blancs, font à peu près 2 cm, ça vous donne l'échelle. Mais vous avez des couches dures de grès, et là, des couches tendres, on ne sait pas encore de quoi, on le saura dans 2 diapos. Et voici un gros plan de cette couche de grès. On voit les grains de sable, on peut même grossir encore plus. Vous avez les grains de sable qui sont arrondis. Ces grains de sable font... les plus gros font 2 mm de diamètre. Et sous cette couche de grès, alors là, il n'a pas fait de forage dans cette couche de grès parce que c'est dur. Mais dessous, il y a une couche qui est beaucoup plus tendre. Et c'est là-dessous qu'il a fait ses premiers forages. Alors quand on dit forage, c'est un peu un abus de langage. Il a une perceuse à percussion, avec une mèche grande comme un petit doigt. Et il perce comme ça. C'est très inquiétant parce que vous avez déjà percé quelque chose de dur avec une perceuse à percussion. Ça vous fait tout vibrer. Donc ça fait vibrer le robot, c'est pas très bon, mais enfin c'est ce qu'il fait. Et il a fait ici ces 2 premiers trous, ici là, dans la couche tendre qui est sous la couche dure. Alors voilà un gros plan du trou qu'il a fait, un petit filon blanc. Ça c'est un gros plan du bout de la mèche à percussion. Forêt en carbure de tungstène si c'est comme chez nous. Peut-être que c'est mieux. Et ce qu'il fait, c'est qu'avec une petite pelle, il prend la poudre et il analyse de façon approfondie. Il a une deuxième technique d'analyse avec un laser de puissance, qu'on appelle ChemCam. Il tire dans la roche ou ici dans la boue, dans la poudre. Ça fait un flash, ça vaporise localement la poudre. Ça fait un boule de plasma qu'il analyse spectralement. Et avec ça, en tirant sur un caillou, il peut tirer jusqu'à 5-6 mètres. Je pourrais comme ça tirer sur monsieur, là, avec mon laser. Alors la tâche fait... Il n'est pas gros, ça, le trou fait, vous voyez, le trou fait 1,5 cm de diamètre. La tâche fait un petit millimètre de diamètre. Ça ferait une petite brûlure, quand même. Ça ferait une petite boule de plasma. Et j'analyserais ça, et je trouvais que monsieur est fait de carbone, etc., etc. À distance, analysé à distance. Alors là, il y a ChemCam qui en a donné à cœur joie, puisqu'on voit d'anciens trous, comme ça. Sinon, avec ça, il prend de la poudre avec une petite pelle, et il la met dans des analyseurs. Alors, il a 2 analyseurs, un analyseur aux rayons X, qui permet de faire de la minéralogie, et un analyseur pour faire de l'analyse chimique des éléments carbonés. Alors voilà les analyses chimiques faites aux rayons X, enfin c'est plutôt une analyse minéralogique, cristallographique. Alors vous ne savez pas interpréter ce genre de spectre. Ça, c'est dans du sable ordinaire pris pas très loin du site d'atterrissage. Et là, c'est dans la poudre de forage du site. Et dans ces roches, vous voyez qu'il y a une différence. Là, il y a quelque chose qui n'est pas là.
Et ça signe de la smectite. Si vous êtes spécialiste, ça signe de la smectite. Il y a dans cette roche-là 20% de smectite, donc une argile due à l'altération par de l'eau non acide. Donc vous avez des alternances de sable, transportées par des rivières, d'argile, probablement aussi transportées par des rivières ou un peu le vent, qui sont faits par l'altération, par l'eau, de minéraux de roches volcaniques. Sinon, avec cette poudre, il en prend un petit peu, et puis il la met dans un four. Et là, il la chauffe. Si je reprends monsieur, et que j'en coupe un petit morceau, et que je mette un petit morceau de monsieur dans un four, ben ça va cramer, et il va sortir différents types de gaz au fur et à mesure. Si monsieur a le diabète, ça sentira d'abord le caramel, parce que j'aurai caramélisé son sucre. Si je prends un morceau, s'il a une peau épaisse, ça sentira la corne brûlée. Donc il sort en chauffant, on dégrade la matière, et s'il y a de la matière organique, on a un certain nombre de petites molécules qui s'échappent, qu'on peut analyser. Analyser les grosses à distance, c'est pas possible, mais analyser les petites, c'est possible. C'est pour ça qu'en chauffant, on casse les grosses molécules pour en faire des petites. Et on a trouvé des petites molécules contenant du carbone, comme si je prenais monsieur et que je le chauffais. Le problème, alors on a trouvé des molécules jusqu'en C6, molécules carbonées, comme si on prenait de la matière organique, de la viande, de la plante, du pétrole, des choses comme ça, et qu'on le chauffait. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que dans le sol de Mars, il y avait des ions qu'on appelle des perchlorates. C'est comme de l'eau de Javel en plus agressif. Eh bien, vous savez que l'eau de Javel, ça détruit les molécules carbonées. Surtout quand vous les chauffez. Là, vous mettez de la poudre qui contient un peu de molécules carbonées, pas beaucoup, 0,3 g par tonne, mais un peu quand même. Vous chauffez, il sort des résidus chlorés, mais très peu parce que vous avez beaucoup plus cassé que par le simple chauffage. Parce que le chauffage, on casse à feu doux. On commence à chauffer 40, 50, 60, et on regarde ce qui part au fur et à mesure. Là, comme vous avez de l'eau de Javel concentrée, si je puis dire, des perchlorates là-dedans, vous cassez tout. Et c'est très dommage parce qu'avec ça, on aura beaucoup de mal d'analyser les petits bouts qui partent pour reconstituer les molécules qu'il y avait au départ. Là, c'est un gros problème. Il ne faudra pas analyser comme ça la prochaine fois. Mais on ne savait pas. Alors, dans 4 ans, il y a 4 ans après ça, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, on a pu avoir un peu mieux, mais on est quand même, la technique analytique n'est pas adaptée au sol martien. Alors, autre chose, alors ça, c'est pas de la géologie, mais il a un détecteur de gaz, il renifle toujours en passant, et il hume, et il trouve du méthane. Alors, il n'y en a pas beaucoup. En général, il n'y en a quasiment pas. Mais de temps en temps, il y a du méthane. Pendant un jour ou deux, il y a du méthane. Puis il n'y en a plus, puis il y en a, puis il n'y en a plus, puis il y en a, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche le méthane? Il y a même une mission européenne qui est en train de tourner autour de Mars pour analyser l'atmosphère, pour savoir quel en est-il du méthane sur Mars. Parce que le méthane peut avoir 2 origines. Une origine purement abiotique. Si vous prenez de l'eau, du CO2 et de l'olivine, vous touillez, ça fait du méthane, qui ensuite d'un cycle compliqué peut ressortir. Mais, sur Terre, à peu près 10% du méthane a cette origine-là. Le méthane de l'atmosphère, j'entends. Mais, la majorité du méthane de l'atmosphère de la Terre est une origine biogène. Si vous prenez des microbes, du CO2, vous faites aussi du méthane. Donc, chercher le méthane, c'est une façon indirecte de chercher une possibilité de vie à la mode de chez nous. Il peut y avoir de la vie qui ne fait pas de méthane, bien entendu. Mais enfin, vous savez que les vaches en font, nous, quand on mange des châtaignes, on en fait le lendemain. Donc le méthane, c'est vraiment un produit biologique majeur. Et il a trouvé qu'il y avait de temps en temps du méthane qui sortait. Pour l'instant, il est incapable de savoir si c'est organique ou non organique. Enfin, biologique ou non biologique. Si je résume toutes ces observations des 2 premiers spots, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que toutes ces roches grossières, les conglomérats, fines, le sable, très fines, les argiles, ont été déposées par de l'eau courante dans un ancien lac. Elles sont déposées dans de l'eau peu salée, avec un pH neutre, et avec, là je n'ai pas dit, mais des environnements oxydants ou réducteurs. Et il y a un petit peu de molécules carbonées là-dedans. On n'est pas bien capable de savoir lesquelles à cause des perchlorates, mais on sait qu'il y en a. Cet ancien environnement, tel qu'on peut le déduire aujourd'hui,
serait tout à fait habitable par des bactéries terrestres actuelles. Vous revenez il y a 3,5 milliards d'années à l'époque, vous faites vos besoins, et bien vos Escherichia coli seraient pleine forme dans ce lac martien d'il y a 3,5 milliards à 4 milliards d'années. Ce pH neutre est une condition favorable non seulement à la vie, c'est pas la seule, la vie vit, mais c'est une condition favorable à la naissance de la vie, d'après les biologistes. Alors que vers Opportunity, il y avait un milieu acide, c'est pas défavorable à la vie, mais c'est défavorable à la naissance de la vie. Tout au moins la vie à la mode de chez nous. Alors ces environnements habitables, ont-ils été habités? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Alors la NASA, après ça, a fourni une carte de cet ancien lac. Donc, le lac était alimenté par le torrent qui venait de là. Les cours d'eau comme ça, et il y avait le lac qui se posait là. Alors, suivant les endroits, ils se posaient des galets, du sable, de l'argile. Cet ancien lac, c'est pas ce qu'on cherchait. Les vagues de cet ancien lac déferlaient auprès d'une montagne qui était encore plus vieille. Je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est la montagne. Mais il se trouve qu'au pied de cette montagne, il y a eu un ancien lac. Alors, troisième spot, c'est la nature et la structure des couches de grès déposées dans et autour de ces lacs récents. J'ai mis des guillemets à récents parce qu'ils ne sont quand même pas jeunes. Alors là, c'est 5 km plus à l'ouest. Vous avez des couches très dures qui forment des buttes, des couches plus tendres. Et si vous regardez là, on va grossir, vous avez vraiment des couches de grès là d'une régularité. Dans ce lac, il s'est déposé des couches de grès, l'eau était calme, il s'est déposé des couches ici très calmes. Ici, vous avez des grès, et si vous regardez en détail, les strates, là on ne voit pas bien parce que c'est à l'ombre, on va mieux voir là, ont une certaine inclinaison, et on va voir encore mieux là. Les strates de premier ordre sont comme ça, les strates de deuxième ordre sont autrement, les grains sont fins, et là encore, avec de l'habitude, vous faites la différence entre ça et des sédiments déposés par de l'eau. Ça, c'est des sédiments déposés par du vent. Voici la même chose sur la Terre, Mars. Ça veut dire qu'autour de ce paléolac, où s'est déposé du sable, de l'argile, tout ça, il y avait des paléodunes. Donc on reconstitue vraiment bien le paysage. On va vers un quatrième spot. L'érosion attaque et dissèque ce qu'il y a sous ces couches de grès. Et sous les couches de grès, on se promène vers l'ouest, on voit que les couches sont inclinées. Là, les couches sont horizontales, et là, toutes les couches sont inclinées vers le sud-sud-est, d'à peu près 5 degrés. Voilà, toutes les couches sont inclinées vers 5 degrés, mais sur des kilomètres. Sur des kilomètres, vous avez des couches inclinées comme ça. Alors qu'au-dessus, elles sont bien horizontales. Là, vous voyez les couches du dessus bien horizontales et les couches du dessous inclinées sur des très grandes distances. Et joie suprême, vous pouvez même voir la limite entre les couches horizontales et les couches inclinées. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison. Mars, la Terre. Comment dépose-t-on des couches inclinées sur de grandes distances? Alors ça, c'est une petite distance, c'est mon couteau qui donne l'échelle, c'est une flaque d'eau sur une plage, la marée baisse, il y a un petit ruisseau, vous savez, sur les plages, quand la marée baisse, il y a toujours de l'eau qui coule, qui sort du sable, et il y a un petit ruisseau d'écoulement qui charrie du sable, qui arrive dans ce trou d'eau. Là, l'eau coule assez vite, donc elle transporte le sable. Quand elle arrive là, l'eau ralentit et le sable est déposé, et ça fait un mini delta. Vous imaginez bien que si je fais une tranche dans ce mini delta, là c'est le ruisseau, là c'est le trou d'eau, les grains de sable vont se déposer sur la pente, tout simplement parce que la vitesse du courant ralentit. Et ils déposent des couches inclinées. Alors là c'est tout petit, mais ça peut faire, si vous avez un grand fleuve qui fait dans une mer, ça peut faire des couches inclinées sur des kilomètres et des kilomètres. Alors c'est pas facile à photographier des couches inclinées sur des kilomètres et des kilomètres, mais voici des couches inclinées sur des centaines de mètres. Hein, les arbres vous donnent l'échelle. Donc on a envie de dire que dans ce lac, par moments il y avait des dunes, etc., mais par moments il y avait vraiment des couches inclinées parce que de l'eau arrivait par une rivière et déposait comme ça. Et vous imaginez que la direction des couches, ça c'est le pendage des couches, mais la direction des couches, quand vous mettez la couche, elle va se mettre là, une ose là, une autre là.
la direction des couches sera en gros perpendiculaire au courant. C'est de la géologie de base aussi. De mon temps, ça, on faisait un bac plus 1. Maintenant, c'est un bac plus 5. Or, je reprends la carte faite par la NASA un an avant. Ils avaient marqué la direction des courants. Et là, je reprends la direction des couches. Elles sont perpendiculaires au courant. Qu'est-ce que ça tombe bien? Vous voyez la puissance du géologue. Il arrive à rien qu'en regardant une falaise à savoir d'où vient le courant. Un courant d'un fleuve. Vous voyez l'échelle, 10 km là. Alors, depuis l'orbite, ce qui nous intéressait, la cible, c'est la formation qui est gris-marron. Et tous ces sédiments récents qu'on a vus, le lac récent, ils ont été marqués en orange. On ne sait pas trop comment ça se passe par là-dessous. Et là, on va finir par arriver, depuis le temps qu'on est parti, sur les sédiments marrons. Sachant qu'ici, il y a du rouge et du marron qui sont enchevêtrés, parce que là, il n'y a que du marron, là, il n'y a que du orange, et là, il y a un peu des deux, parce que de temps en temps, il y a des petits bouts d'orange qui sont posés par-dessus. Et notre cinquième spot, ça va être le contact, par là, entre la formation récente, orange, et la formation vieille, la cible, marron. Là, la formation récente, elle est plus foncée. On la voit là, on la voit là, on la voit là, on la voit là. Et la formation ancienne, la cible, elle est plus claire. On la voit là. Vous voyez, formation récente, sombre. Formation ancienne, claire. Formation récente, sombre. Formation ancienne, claire. Récente, ancienne. Récente, ancienne. Est-ce que j'ai encore plus près? Oui. Et là, on voit que dans la formation ancienne, il y a plein de filons. Il y a des fractures avec de l'eau qui a circulé, qui a déposé des substances relativement résistantes à l'érosion. Et vous avez donc la formation récente et la formation ancienne, avec ces filons. Et vous voyez que cet épisode filonien, il affecte la formation ancienne. Les filons devaient se poursuivre. Il y a eu de l'érosion. Puis, notre lac récent est arrivé, on a déposé ça, et les filons ne rentrent pas dans la formation récente. Donc là, on fait de la chronologie relative. Ça serait un très bel exercice de chronologie relative niveau première de mon temps. Spot 6. On est sur la couche claire, ancienne, la cible. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on voit que cette couche est très, très finement stratifiée. Des strates d'une finesse. Ça veut dire que là, c'était de l'eau très calme qui a déposé ça. Et il y en a sur très épais et de l'eau très calme avec des couches très horizontales. Alors souvent, c'est un problème, c'est qu'il n'y a pas l'échelle. Là, elle est marquée, mais il n'y a pas toujours l'échelle. Et il n'y a pas toujours mon couteau sur Mars. Alors là, voilà un détail de ces couches fines. Alors là, on peut voir l'échelle parce que ça, il a donné un petit coup de balayette. C'est une brosse tournante qui fait à peu près 5 cm de diamètre. Donc vous avez ce machin-là qui fait à peu près 10 cm. Et si on regarde de près ce qu'on voit sur un endroit balayé, là vous avez la brosse tournante, là vous avez une pièce américaine qui donne l'échelle. On regarde encore de plus près. Vous reconnaissez les fantômes, comme on a vu, d'Opportunity, de gypse. Donc il s'est déposé du gypse qui montrait que ce lac ancien, il était parfois suffisamment évaporé pour que des sels précipitent et concentrent l'eau. On a déjà vu ça. La géologie commence à être banale sur Mars, hein, toujours pareil. Alors le hasard de l'érosion, on est toujours dans ces couches, dans la cible, là, les couches sombres. On se promène, on les voit par-dessus, on ne les voit pas par la tranche. Et là, il y a des craquelures. Et un œil exercé vous dira, ces craquelures, ça ressemble à des formes de dessiccation, contrairement à celles qu'on a vues tout à l'heure. Regardez, Mars, la Terre. Ce lac ancien, de temps en temps, ça séchait. Et là, on voit des formes de dessiccation martienne. Alors, dernière nouvelle de cette roche, la cible, c'est le début, qui date du 7 juin 2018, vous voyez, c'est pas très vieux. Dans ces sédiments fins, en prenant des roches, en chauffant, l'analyseur a trouvé des molécules carbonées non chlorées, mais soufrées. C'est-à-dire qu'avec tout le gypse qu'il y a là-dedans, quand vous chauffez, ça fait du sulfate. Mais c'est prometteur pour l'avenir, parce que peut-être là, il y a suffisamment peu de chlorate, peu de perchlorate, pour ne pas détruire les molécules. Là, voilà la molécule qu'il a trouvée. Hein. C'est pas grand-chose, mais quand on chauffe, il y a des grosses molécules qui se cassent en petits morceaux, et voilà le premier petit morceau non chloré. C'est prometteur pour l'avenir. Spot 7. On a vu des filons de temps en temps. Moi, j'aime bien les filons parce que je suis un peu minéralogiste amateur et dans les filons, on trouve des beaux minéraux. Alors, voici plein de filons. C'est surtout des filons de gypse, donc de sulfate de calcium, qui traversent la roche. Regardez-moi comme c'est beau.
Et là, on voit très bien la structure interne des filons, classique des filons terrestres, avec des cristaux qui partent à peu près perpendiculairement au bord. Donc ça, c'est un filon martien. Ça, c'est un filon terrestre. Alors ça, c'est du quartz, mais il y a la même structure interne sur Mars et sur Terre. Et le minéralogiste, tous ces gens-là vont pouvoir en tirer plein de conclusions. Et je vous montre un filon de gypse, avec mon couteau qui donne l'échelle terrestre, qui a à peu près la même taille, la même allure que des filons martiens. Alors ça, c'est au Pays Basque. Et là, vous avez le Pays Basque et vous avez Mars. Et le spot 8, pour finir, il ne faut pas oublier que tous ces terrains sont localement recouverts par des dunes actuelles et actives avec le vent. Par exemple, toute la bande sombre qui est là, c'est des dunes. Alors, un petit peu de dunes. Voilà notre robot au bord des dunes. Il évite de s'y engager. Il peut y avoir vraiment des champs de dunes de belle taille. Alors là, vous avez une dune qui barre la vallée. Il voulait passer par là, il y a une dune. Alors il a bien hésité. J'y vais pas. Finalement, il a décidé d'y aller, en disant c'est très raide, mais si je patine, je reculerai. Elle n'est pas haute, et puis elle n'est pas large. Alors finalement, il a essayé, il a réussi, il a aidé de l'autre côté, tout va bien, il a passé. C'est un pari, je ne sais pas si je l'aurais pris, mais ils l'ont fait, ils ont réussi. Alors aussi, la plus haute dune martienne, vue du sol, on en connaît des beaucoup plus hautes vues par satellite, mais vue du sol, vous avez cette dune qui fait quand même 5 mètres de haut. Vous avez le détail avec des coulées de sable qui tombent, enfin, on se croirait au pied d'une dune des Landes, hein, dans le Pilat. Et ces dunes, elles bougent. Là, vous avez 2 photos prises le 23 et le 24 janvier 2017, avec la trace de la roue, et en une journée, les petites ridelettes, les petites vaguelettes, c'est des dunettes de rien du tout, hein, se sont déplacées un petit peu. C'est pour ça que je vous dis que le cratère de météorite que je vais montrer tout à l'heure, il n'existe plus depuis belle lurette. Donc la surface de Mars bouge, ça vit. Alors il faut conclure. Alors maintenant il monte, et il est arrivé à un endroit, il a fait un panorama, il circulait, il a fait le panorama de tout son trajet. Toc, 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 toc. Là on ne voit plus parce qu'il est dans la pente. Et quand on a pris cette photo, je ne sais plus quand c'était, hein, fin 2017, il était là. Vous avez le paysage qu'il a du bord de cette pente. Il a fait même pas 10% de son trajet en altitude qu'il veut faire. Hein. Et il est maintenant sur cet endroit-là, depuis janvier 2018. Ça fait donc 6 mois qu'il est là. Il tournicote, il a eu des problèmes, enfin, il marche bien. Alors là, la NASA, elle montre des belles photos, mais elle montre également des articles scientifiques. Là, elle a publié des analyses minéralogiques, disons, des 2 ou 3 premières années, donc jusqu'en 2017, donc 2012 à 2017. Et là, vous avez les différents types de minéraux qu'on trouve dans les roches. Alors, je ne vais pas détailler, mais il y aurait vraiment de quoi faire une thèse avec ça. Un étudiant dirait on trouve ça, tel pourcentage de telle roche, et on trouve des tas de choses intéressantes. Il y a du travail pour des années. Une autre synthèse publiée il n'y a pas longtemps, en juin 2018, je vous dis qu'il avait de temps en temps, il fait des bouffées de méthane. Alors, ça fait donc 2 années martiennes qu'il est sur place, 5 ans terrestres. Eh bien, le méthane, il en sort beaucoup plus en l'été et l'automne que l'hiver et au printemps. Il semble qu'il y ait un contrôle saisonnier des dégagements de méthane. Alors, ça peut être soit du méthane d'origine totalement non biologique, qui est stocké dans le sol sous forme de clatrate et qui se dégaze, soit la température qui fait varier une activité bactérienne profonde. Je vous laisse comme ça. Je dis donc, suivez bien l'activité martienne, ça promet. Alors voilà tout le trajet qu'il a fait. Ça, c'est les quelques mois de tournicotis que j'ai dit. Et maintenant, on est là. Et je dirais que les choses sérieuses vont commencer. Alors, il faut vraiment conclure. Je vous rappelle 4 des objectifs géologiques majeurs de ces missions. L'analyse géologique des couches et des roches pour déterminer si Mars a été habitable dans le passé. Réponse acquise et positive. Au moins pour Opportunity et Curiosity, Mars a été habitable. Et pour Curiosity, il y avait les conditions pour que la vie à la mode terrestre y naisse. Deuxième problème, l'étude des couches superposées sur la plus grande épaisseur possible. On aura 1500 mètres d'épaisseur de couche, si on monte jusqu'en haut, pour étudier les variations chronologiques des conditions d'habitabilité. Jeune en haut, vieille en bas. On a commencé, et ce n'est pas fini, s'il n'y a aucun problème d'intérieur. Déterminer si certaines de ces couches contiennent des molécules carbonées, voire plus, et les analyser. La réponse est positive. Ces couches contiennent des molécules carbonées.
On va être très gêné par les perchlorates pour les analyser. Et il se dégage du méthane saisonnier, ce qui est étonnant. Quatrième question qui n'a rien à voir avec la vie, que peut-on dire du magmatisme martien? Il est majoritairement basaltique, mais il y a au moins une série alcaline différenciée. Alors il est vraiment temps de finir. Oh, il me reste encore 7 minutes. Et pour finir, je vous montre cette très belle photo qui a été prise le 31 janvier 2014. Vous avez Mars et vous avez une superbe étoile dans le ciel, étoile avec des guillemets. Et bien cette étoile avec des guillemets, c'est la Terre. Comme nous, on voit Vénus dans le ciel au couchant, au levant, les Martiens voient la Terre, notre bonne vieille Terre. Alors une question que je réponds avant qu'on la pose, d'ailleurs il n'y a pas de question qui se pose, hein, si vous voulez en poser, on fera ça dehors de tout à l'heure. Tout ça, combien ça coûte? Et par les temps qui courent, on fait des économies, on supprime, on augmente la CSG des vieux retraités, c'est une catastrophe. Est-ce que cet argent pourrait pas mieux employé par les temps qui courent? Il faut savoir que le budget civil annuel de la NASA, c'est 15 milliards de dollars par an. C'est énorme, 15 milliards de dollars. Vous vous rendez compte tous les retraités qu'on pourrait payer avec 15 milliards de dollars? Le budget annuel du CNES, c'est d'environ 2 milliards par an, dont un gros tiers va à l'ESA. Une mission type Curiosity, mais c'est pareil pour Cassini-Rosetta, ça coûte entre, on va dire, autour de 2 milliards. Ces 2 milliards étalés sur 10 ans. Ça fait 150 à 250 millions de dollars par an. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est cher. Mais le montant annuel de la fraude et de l'évasion fiscale en France est estimé à 60 à 80 milliards de dollars. 60 à 80 milliards de dollars. Et maintenant, ça devient légal avec Macron. Le montant des avoirs mondiaux, des avoirs dissimulés dans les paradis fiscaux, Bermudes, notre Luxembourg, dont l'ancien président est actuellement à la tête de la Commission européenne, 25 000 milliards de dollars dissimulés dans les paradis fiscaux. Vous imaginez 25 000 milliards de dollars? On ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Là, vous décuplez tous les retraités du monde avec ça. Si on récupère le montant annuel de la fraude fiscale française, simplement le montant annuel de la fraude fiscale française, on pourrait multiplier par 30 à 40 le budget du CNES. Si on taxait à 10% les avoirs dissimulés dans les paradis, moi, avec ma retraite de prof d'université, je suis taxé à 40%. Je suis célibataire, il est vrai. On taxait à 10%. On retirerait 2500 milliards de dollars, soit 1000 fois le coût de la mission Curiosity. On pourra en envoyer des robots. 1250 fois le budget du CNES, en taxant à 10% l'argent dissimulé au Luxembourg ou aux îles Caïmans. S'il faut récupérer de l'argent pour la santé, l'éducation, l'aide au développement, c'est peut-être pas sur le spatial qu'il faut le faire. L'argent, on sait où il est. Et merci de votre attention. Et si vous avez des questions, rendez-vous dans la salle. Et pendant que vous videz la salle, une toute petite annonce pour les possesseurs de télescopes. Si vous voulez participer à une belle aventure au mois de juillet prochain, une petite annonce. Je vous remercie.